Même le Cornu lui-même n'avait pas l'air content d'être là. Et Il n'avait pas envie d'être là. L'actualité cette semaine, elle a été marquée ce matin en direct sur ma chaîne Twitch, évidemment, par la non-censure de Sébastien Lecornu, qui a évité l'adoption d'une motion de censure. À 18 voix près seulement, il a été sauvé grâce à la non-censure des socialistes, satisfaits par la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2027 et le renoncement au 49.3 de Sébastien Lecornu. Est-ce que cette annonce qui est tombée à midi vous a surpris? Est-ce que vous vous y attendiez? Alors, la non-censure, vous en pensez? bon, on parle du PS là, concrètement. Pas encore, on va y venir un peu Ah après. bon, Calme-toi. non, mais c'est eux la non-censure. Oui, c'est eux la non-censure. Alors, c'est pas que, parce qu'on va en parler, il y a aussi les Républicains. Oui. Mais ouais, non, Safia? Non, j'étais absolument pas surprise parce que les estimations, justement, disaient que quand bien même il y aurait des frondeurs du côté PS, centristes ou les Républicains, en fait, on n'aurait pas atteint dans tous les cas les 289 députés nécessaires pour cette censure. Donc moi, j'y mettais aucun espoir particulier. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, ces 18 voix montrent une fragilité très importante. Donc en fait, en vrai, il y a pas de... Ça ne se dégage pas une majorité, un bloc intéressant, suffisant pour le bloc central, quoi. Donc non, moi je suis pas surprise. Et puis même pour te donner mon impression de manière très courte, j'ai passé ma journée devant BFM TV. Je vous le conseille pas forcément pour des raisons fondamentales. C'était comment? Et en fait, je me suis rendu compte malgré tout, c'était intéressant de regarder comment les sujets étaient faits parce que je me suis rendu compte qu'en fait la question de la censure a très vite été périmée. Et a laissé place à, mais en fait, la nouvelle séquence politique, ça va être les budgets. Et qu'en fait, là, le Cornu s'en est à peu près sorti, mais que la nouvelle séquence du feu qui arrive, c'est les budgets. D'autant plus, c'est intéressant, c'est que la colère populaire qui a eu lieu le 10 septembre, elle s'est faite à partir du budget proposé par Bayrou. Et que là, quand on va ouvrir les vannes des débats parlementaires autour du budget, ça va peut-être donner des choses à se mettre sous la dent du côté du mouvement social. Moi, j'ai pas été surpris par la non-censure de Sébastien Lecornu. Je m'y attendais. À vrai dire, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de députés qui votent. Ah ouais? Ouais. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de socialistes qui fassent défection. Ah, ok. Il y en a 7 des socialistes qui ont choisi malgré tout de censurer Sébastien Lecornu. On les voit à l'écran. Christian Baptiste, député de Guadeloupe, Béatrice Bellet, député de Martinique, Paul Christophe, député de la Drôme, Peyo Dufaux, député des Pyrénées-Atlantiques, Fatia Kelwa-Hachi, député de Seine-Saint-Denis, Philippe Nellet de la Réunion et Giovanni William de la Martinique. Il y a 4 députés d'outre-mer. Parmi ces députés socialistes qui n'ont pas suivi les consignes. Oui, parce qu'ils ont parlé spécifiquement du budget des Outre-mer, machin. Ils sont souvent pas contents. J'allais vous demander, voilà, justement, c'est intéressant quand même cette spécificité des élus d'outre-mer qui disent mais nous on peut pas en fait ne pas censurer sur ce budget parce qu'il y a une spécificité dans le budget sur la question des outre-mer. Oui, mais il y a plein de choses à redire sur le budget et les autres socialistes, ils s'en foutent. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais la question de la santé, la question des étudiants, plein de gens qui s'en prennent plein la gueule dans ce budget, ça les a pas empêchés de pas censurer pour autant, quoi. Donc bon, tant mieux qu'ils aient censuré, mais... Non, mais je pense que le pays a besoin de stabilité. C'est vrai. Moi, quelque part, je suis rassuré. Voilà. Pour le patronat, c'est important, ils étaient inquiets. C'est le pari des socialistes, effectivement, de besoin de stabilité exprimé par leurs sympathisants, etc. Je crois que c'était. Voilà. Il y avait une stat intéressante, c'est 68% des sympathisants PS étaient contre la censure et 68% des sympathisants insoumis étaient pour la censure. Ça me paraît logique. Mais de lignes de fracture à gauche, quand même. Surtout au CAC 40, quoi, qui aujourd'hui est quand même un peu rassuré, quoi. On peut avancer. Eh ben non, mais tu sais que c'est ultra important ce que tu dis, Usul. Je n'ai pas le chiffre en tête, je suis désolée, peut-être on peut le chercher en 2 spi, mais en fait, les moments d'instabilité politique, ça a des impacts très forts sur les marchés financiers. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la dissolution de 2024, mais en fait, ça a créé un espèce de mini-crack en fait, dans le marché financier. 15 milliards, exactement. 15 milliards. Dans le marché finance, dans la bourse française, dans les marchés financiers. Donc en fait, instabilité politique rime aussi avec instabilité économique, quoi. Donc en fait, pour notamment les partis pro-régime, pro-stabilité, il y a toute la question aussi de stabiliser le patronat derrière, quoi. Il y a une seule députée LR qui a voté la motion de censure LFI. J'ai voulu exprimer par ces votes la nécessité de sortir de ce blocage par un retour aux urnes. On en pense quoi, Emilien ? D'abord, je pensais qu'il y en aurait un peu plus que ça. Là, ils ont bien suivi la consigne, même si Enfin, la consigne, c'est pas vraiment une consigne, parce que Laurent Wauquiez, je pense pas qu'il ait d'autorité beaucoup sur ses troupes, mais en tout cas sur l'avis majoritaire. Alors, sachant qu'il y en a 3 qui ont voté celle du RN. Oui, absolument. Bon, ce qui n'est pas énorme non plus, mais ce qui est quand même... Je m'attendais à si on est plus, je t'avoue. Dans les justifications, il y a quand même l'idée que LFI, on peut pas, mais ce qui veut du coup dire que le RN, on peut. Bref. Elle, c'est la secrétaire générale de Nouvelle Énergie, qui est le mouvement de David Linard,
qui est donc le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, pas celle où à Mirabel et tout, mais qui est un peu un électron libre au sein de LR, et qui notamment plaidait pour la censure. Donc elle a suivi quelque part le mouvement de son groupe. C'est quelqu'un qui est aussi, dans les Alpes-Maritimes, peut-être un département où ça a un petit peu peur du vote RN et de ce que pourraient penser les habitants. Mais c'est vrai qu'elle se retrouve quand même bien seule dans cette affaire-là. Qu'est-ce qu'ont gagné les socialistes dans cette histoire? Moi, j'ai du mal à voir un gain pour les socialistes. Ils se font... ils se sont fait flatter pendant des semaines. On leur a dit, vous êtes au centre du jeu, là. Vous êtes ils ont fait, on est au centre du jeu. Du coup, on va faire les raisonnables et tout. Tous les focus étaient... Je pense que Nathalie Saint-Cric est ravie ce soir que le PS a été responsable. On les a beaucoup appelés à la responsabilité. Et je pense qu'ils ont fini par y croire. Le gouvernement est très content. La Macronie est très content. Ils sont très contents. C'est bien. Après, on rappelle quand on parle du PS que le PS est un parti divisé en deux avec 2 lignes et 2 options stratégiques quand même assez différentes. Là, ils ont voté comme un seul homme apparemment. Mais justement, c'est ça qui est intéressant aussi à suivre parce que Olivier Faure a remporté le Congrès, donc on aurait pu s'attendre à ce que la ligne d'Olivier Faure s'impose. Et là, le PS nous fait un backflip à 6 mois des municipales et décide de rallier la Macronie. Je sais pas. C'est plus que curieux, quoi. Surtout, on va voir les négociations qu'il va y avoir sur les amendements et sur l'adoption finale du PLFSS. On va y venir, mais... Mais c'est vrai que voir François Hollande applaudir à côté d'Aurélien Rousseau, ancien ministre de Macron, à côté de Philippe Brun, et de là de se féliciter, d'applaudir le cornu et tout, il y a un truc de... Quelque part, le PS est aussi en train de se recentrer parce qu'il y a une partie de la bourgeoisie macroniste qui sent aussi le crépuscule du macronisme et que, mine de rien, le PS peut être l'autre visage du macronisme, quelque part. Le macronisme qui va recycler des mecs comme Aurélien Rousseau. Donc, à quoi sert le PS? Le PS, il y a des municipales derrière, ils veulent renouveler aussi leur maire et ils sont talonnés sur leur flanc par LFI qui veut leur bouffer des mairies. Parce que LFI se dit on n'a pas de mairie alors qu'on a un gros électorat, y compris dans des villes dans lesquelles... Dans les quartiers populaires surtout. Il y a des villes populaires dans lesquelles le maire est PS depuis des plombes, mais nous, c'est pour nous que je vote les gens à la présidentielle, donc il faut qu'on prenne ces villes-là. Et le PS dit que non, c'est son précaré, c'est à lui. Donc, on sent que ça va être très conflictuel entre le PS et les Insoumis pour les municipales. Et puis évidemment, ils ont peur de la censure, ils ont peur de retourner aux urnes. Les premiers sondages qu'il y a eu n'étaient pas tellement favorables. Mais non, au contraire, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que j'ai l'impression que les socialistes, ils ont aussi un peu été grisés par les sondages de cette rentrée qui les mettaient devant les Insoumis. Ceci dit, ils étaient donnés à 15%, etc. Donc c'est sûr, quand t'es le PS, tu dis c'est génial, 15%, c'est même encore un peu mieux que les européennes. Mais en sachant, je ne pense pas que ce soit un élément qui explique tout, mais que certains PS, même si en vrai il y avait plus de LR, en fait, ont bénéficié de non-candidatures de la part de Ensemble au moment des législatives de 2024. Je ne sais pas s'il y a l'espoir peut-être de s'acheter une non-candidature pour certains. Je ne pense pas que ça se réduise à ça. Sachant que je pense que le PS a aussi... Ils se vivent comme un parti de gouvernement. Oui, ils y étaient il y a 10 ans. Oui, et je pense que pour eux, mine de rien, ils se revivent comme ça. Et ils ont l'impression qu'en étant responsables, ils font... ce pourquoi ils sont là. Et que c'est leur ADN d'être de parti de gouvernement, les responsables de la gauche à côté des excités. On n'est pas le chaos, et finalement, je pense qu'ils... après, évidemment, on en pense ce qu'on veut, mais je pense qu'en tout cas, ils suivent quelque chose qui est presque culturel chez eux. Je suis d'accord. Ça marque autre chose aussi, c'est leur profonde déconnexion. Là, tu vois les petits cadres, les petits bourgeois pépères qui n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer dans l'opinion publique. Je crois qu'ils se font même pas une idée de ce à quoi ça ressemble leur mouvement de loin. Ils sont en train de sauver Macron, de sauver le cornu et potentiellement de sauver Macron lui-même. Parce que s'il y a dissolution et qu'on se retrouve avec à peu près les mêmes résultats à l'Assemblée, on va vers une situation dans laquelle Macron va devoir penser à une démission à laquelle l'invite même des gens de la droite, d'Horizon, Édouard Philippe, etc. Je suis complètement d'accord. Donc le PS ne comprend pas que des gens ont voté pour le NFP à un moment, et donc peut-être pour un député PS chez eux, pour un changement, ils votent pour la gauche les gens, et pour la fin de la Macronie, aussi vite que possible. C'était ça le seul enseignement, en fait c'est ça qui est complètement fou, c'était le seul enseignement des législatives. C'était on en a marre, enfin non il y en avait deux, on en a marre de Macron, et on fait encore le barrage républicain. Et là, eux, ils nous sauvent Macron. En fait, ils ont balayé tout ce qui s'est passé au mois de septembre. C'est-à-dire que on peut réfléchir à des motivations subjectives au sein du Parti socialiste.
avec les municipales, c'est très possible qu'ils se sentent pousser des ailes parce que, historiquement, ils arrivent, sans union de la gauche, à avoir certains territoires, etc. Il y a la question aussi de, mine de rien, entre Faure et les tendances plus droitières au sein du PS, comme Maillard-Rossignol, ça permet d'apaiser des tensions internes. Moi, il y a aussi, je trouve, la remarque très intelligente qui est celle de... Moi, je pense qu'ils ont une stratégie assez consciente de voler des voix au macronisme en train de dépérir. Et c'est d'ailleurs et de récupérer certains macronistes, et ça a déjà été fait. Mais au-delà de ces raisons subjectives, il y a une déconnexion profonde avec la majorité du pays, c'est-à-dire que alors même, et je rejoins totalement Usul, que même dans cette crise politique très importante, une illégitimité du côté de Lecornu et de Macron, en fait, cet été et encore au mois de septembre, ça appelait largement à la démission de Macron, que même des personnes comme Édouard Philippe, au plus haut de la crise politique, n'arrivaient pas à avoir d'autre sortie que possiblement des élections présidentielles. C'est pas la gauche, là, on parle d'Édouard Philippe et du parti Horizon. Il n'est pas le seul. Que Macron commençait à être lâché par pas mal de ses alliés. On a le PS qui vole au rescours. Ou qui vole au rescours, qui vole à la rescousse, on comprend, qui vole à la rescousse du régime et d'Emmanuel Macron et de Lecornu. Ils laissent un peu d'air, un peu de temps, un peu de stabilité, parce que je pense effectivement que leur centre de gravité, c'est être un parti de gouvernement et la stabilité du régime. Sauf que, alors c'était un présentateur de BFM qui disait ça ce matin, alors vraiment, il faut voir cet extrait, c'est absolument génial. C'est en gros Faure qui justifie la non-censure en disant c'est parce qu'on veut mettre de la clarté entre ce que c'est la gauche et ce que c'est la droite. Et là, tu as le présentateur de BFM qui regarde, il dit alors ça, on vient d'assister à un moment en même temps d'Olivier Faure. Et j'ai trouvé ça absolument magique qu'il dit ça parce qu'effectivement, c'est un en même temps, c'est-à-dire que en même temps, tu te dis de gauche, mais en réalité, avec ta non-censure, tu es en train d'adouber une politique budgétaire, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que là, maintenant, on est en train de parler de budget, on ne parle plus de censure. Une politique budgétaire, alors j'ai quelques chiffres, c'est 41 milliards d'euros d'économie, c'est 3000 postes de fonctionnaires qui vont être supprimés, notamment dans la Sécu. Là, du côté des étudiants, c'est le gel des APL de tous les étudiants et la suppression des APL pour tous les étudiants étrangers extra-européens. C'est le gel des prestations sociales, notamment les allocations familiales. Et donc là, on voit qu'en fait, la question de la suspension de la réforme des retraites, l'espèce de conférence sur la retraite et le travail, en fait, c'est, j'allais être vulgaire, pardon, mais c'est des putains de totems par rapport à l'ensemble du budget qui va être proposé. Et en cela, le Parti socialiste se rend coupable du budget qui va être proposé, quoi. Donc oui, je pense qu'ils sont complètement déconnectés de l'impopularité grandissante, quoi. Il y a clairement un pari qui est fait par le PS sur le PS parti de la stabilité, le PS qui va essayer de draguer effectivement un électorat qui a peur de l'instabilité, qui a peur de Jean-Luc Mélenchon, etc. Je suis extrêmement dubitatif. Je suis notamment dubitatif pour une autre raison, c'est que là, on rentre dans une phase de négociation qui va durer 2 mois, 3 mois pour écrire ce fameux budget. Et dans la négociation, il va falloir réussir à faire se mettre d'accord le Parti socialiste et les Républicains. Et alors franchement, s'il y en a bien deux qui se détestent budgétairement parlant, c'est bien ces deux-là. Ils ont vraiment des lignes de fracture qu'on a entendues ce matin dans les discours encore. Enfin, je veux dire, moi, j'y crois pas un quart de seconde que les deux vont réussir à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Donc, on va se retrouver dans, comme dit l'adage, un bon compromis, c'est quand tout le monde est mécontent à la fin. Donc, à la fin, vraiment, tout le monde sera mécontent. Tout le monde aura l'impression d'avoir avalé des couleuvres. Ça va donner une image Non, Bernard Arnault, il sera content parce que le budget... budget, tout le monde n'est pas mécontent, en fait. Il y aura un peu de taxation des grandes fortunes, mais Macron, pas il sera content parce qu'il n'aura toujours pas donné la main à la gauche. Non. Il y en a qui seront contents. Ouais, enfin, il y en a qui seront contents parce qu'il faut de mieux. C'est aussi ça, tu vois. Faut de mieux pour Emmanuel Macron. J'allais vous poser la question d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a réussi son pari ? Alors, moi, je voulais ajouter un truc. Oui, parce que Safia, ça fait employer 3 fois le mot régime. T'as dit ce régime-là. Et c'est vrai qu'il y avait une brèche, là, dans la Ve République. Il y avait vraiment une brèche. C'est-à-dire que les institutions sont tellement grippées qu'on se retrouve dans des situations ubuesques avec le corps nu. Les gens ne suivent même plus. Peut-être si vous regardez Backseat, ça vous intéresse un petit peu ce bordel, mais même nous, on est saulés. Ouais, même nous, on est saoulés, oui. On est saoulés de ouf. On en a marre de ces institutions, on en a marre de ces bourgeois qui gouvernent de je sais pas quoi. On en parlait la dernière fois, je vous conseille le replay avec Clémence Guettet de Backseat, où on réfléchissait, il va falloir qu'on trouve d'autres manières de faire de la politique, qu'on imagine de nouvelles chambres, de nouvelles manières pour le public et la société civile d'intervenir dans la prise de décision, pour légitimer des décisions publiques qui sont perçues comme de plus en plus déconnectées, détachées des intérêts notamment des classes populaires, mais même des classes moyennes dans une certaine mesure, et donc un changement de régime peut-être, commencer des travaux vers
Comment on va vers une 6ème République, etc. Et là, la crise Le Cornu, si on peut commencer à l'appeler comme ça, la crise Le Cornu, c'était une brèche pour arriver derrière avec des solutions et dire, écoutez, peut-être qu'il faut commencer à penser à cette 6ème République, parce que là, vous voyez bien, ça marche pas. Ça marche pas, tout le monde le voit, c'est grippé. Et au lieu de faire ça, le PS, qui pourtant, dans le NFP, on parlait de 6ème République, etc., il y a des gens qui ont voté pour le NFP en se disant on va peut-être aller vers cette 6ème République qui commence à être un peu un consensus à gauche quand même. Mais y compris au PS d'ailleurs, depuis 2012, c'est au programme. Et eux, qu'est-ce qu'ils font au premier truc? Ils sauvent Macron, mais ils sauvent aussi la 5ème République telle qu'elle est, ses institutions, et on continue. Et ils sauvent les riches aussi. Et je rajouterais un truc sur ça. C'est que moi, je rejoins, que c'est un espèce de pari gagnant pour Macron et le gouvernement Le Cornu, du moins pour quelques semaines, parce qu'en fait, ça lui permet du temps. Ça lui permet un peu de lâcher du lest et en fait d'entamer la prochaine étape qui est celle des budgets. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont réussi, et c'était leur stratégie, à s'adresser à une partie de la gauche syndicale et politique qui est la plus conciliatrice, parce qu'on parle du Parti socialiste, mais il y a aussi la CFDT qui s'est satisfaite aussi de ce qui se passe. De la suspension de la réforme des retraites. Et donc, du coup, dans un moment où, en fait, possiblement, je ne sais pas, c'est une hypothèse que je fais, mais le mouvement social pourrait revenir dans la séquence budgétaire, et en fait, ils se sont gardés le petit dialogue social sous la main avec le PS et la CFDT pour essayer de balayer la colère sociale. Donc, d'une certaine manière, alors même que franchement, de base, dans cette crise-là, ils n'avaient franchement pas de solution idéale, ils s'en sortent pas trop mal, sauvé par le Parti socialiste. Et il va faire quoi le PS si on refoue 1 million de personnes dans la rue parce que c'est. Mais le PS, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Je pense que beaucoup de gens qui travaillent ici se rendent bien compte que l'austérité, ça commence à peser un petit peu sur tout le monde. Il y a les associations qui étaient dans la rue samedi. Le mouvement associatif a fait une grosse manif samedi pour dire mais là l'austérité, c'est-à-dire qu'il y a plus de subventions, il y a plus rien, on est obligé de licencier, on fait avec des bouts de ficelle, il y a plus rien. Même pour l'aide alimentaire des gens, les frigos sont vides parce que et donc c'est ça l'austérité et ça le budget reconduit ou même le budget en pire, ça va être ça en pire. Et donc, évidemment que les gens vont aller dans la rue et vont dire c'est pas possible, il faut qu'on change de politique. Et là, le PS va faire quoi? Il va défiler avec nous? Il va revenir défiler avec nous là, ça certainement pas, d'une part, et d'autre part, on en a déjà parlé sur ce plateau, la rentrée sociale cette année, elle a pas très bien marché. Elle a marché, bien sûr qu'elle a marché. Elle a fait démissionner le Bayrou. Enfin, c'est pas ça qu'a fait démissionner Bayrou. Mais il a eu peur. Il a eu peur du mouvement social. Non, je suis pas d'accord. On peut dire que c'était une première victoire de ce mouvement social. Mais ce mouvement social, à mon sens, c'est une réussite par rapport au nombre de personnes qui se sont mobilisées. Et au-delà des personnes qui étaient mobilisées, ce mouvement avait une sympathie très, très importante. Après, on peut parler stratégie, le fait que il y a eu des jours par-ci, par-là, que l'intersyndicale a eu peur de se sentir dépassée. Donc, elle a proposé des dates alternatives. N'empêche que là, la CGT, on fait un appel au 6 novembre. Si ils veulent... Je ne sais pas si vous l'avez vu là. C'est sorti aujourd'hui. 6 novembre? Ouais, il y a eu un appel à la mobilisation le 6 novembre, mais c'est pas très clair. On a l'impression que ça s'adresse aux retraités et tout. Enfin, j'ai pas très bien compris cet appel à mobilisation. Mais n'empêche que si du coup cet appel à mobilisation se concrétise un peu, le chat, je sais pas si vous pouvez confirmer ce que je dis, mais si ça se confirme un tant soit peu, va falloir que les directions syndicales tirent un peu le bilan de ce qui a été fait au mois de septembre. Parce qu'effectivement, ça a été, à mon sens, une énergie très importante qui s'est déployée au mois de septembre, mais il va falloir qu'il y ait un débouché un petit peu sérieux et il va falloir réinvestir, je pense, les instances de discussion, de débat qui ont été celles des assemblées générales. Sachant qu'une conférence sociale est prévue pour discuter des modalités de financement de cette suspension de la réforme des retraites, dont le véhicule en plus, ils vont nous demander qu'est-ce qui... En conférence sociale, en plus, ils vont nous dire, bon, très bien, vous l'aurez, votre petite suspension. Par contre, on va compenser. C'est ça l'ambiance. Ça va être un espèce de conclave 2.0. Enfin, genre, la flemme. Qu'est-ce que je voulais dire? Quel effet ça a sur le reste de la gauche? Parce qu'on avait deux formats de réunion qui se tenaient d'un côté avec les insoumis, les communistes et les écologistes, et de l'autre côté le format Bagneux avec les écologistes, les socialistes et les communistes, notamment pour discuter des municipales. Pour vous, est-ce que les écologistes, les communistes et les insoumis qui ont voté ensemble une motion de censure aujourd'hui sont des alliés solides pour la suite? Est-ce qu'ils vont faire alliance? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour les municipales, je pense qu'il faut être un peu plus prudent, parce que là, c'est des questions... les gens sont déjà engagés, souvent dans la reconduction des majorités déjà existantes, et donc, et grosso modo, en gros, s'il n'y a pas des forces suffisamment de voix pour la gauche pour avoir plusieurs listes, il n'y en aura qu'une souvent, et donc LFI se lancera un peu tout seul, donc je serai prudent sur ça.
ce qui se passe, c'est que grosso modo, depuis très longtemps, les écolos et le PCF sont un peu entre les deux à essayer d'accepter tout ce qu'ils peuvent avec les bonnes ou mauvaises volontés des uns et des autres. C'est vrai que les deux réunions simultanées n'avaient quand même pas grand sens. Effectivement, après, on peut regretter, dire que c'est la faute des uns ou des autres, mais il y a quand même quelque chose d'hyper bizarre à avoir ces choses où on veut se réunir, on le dit, mais on n'invite pas les autres. Et donc, en termes d'alliés, moi, si c'est allié dans effectivement la contestation sociale, etc., les écolos et les communistes ont l'air d'avoir été assez décidés dès le début, et contrairement au PS, de ne pas avoir, parce que le PS depuis longtemps, depuis Bayrou même, laisse cette ambiguïté sur le fait de censurer ou pas, est-ce qu'on peut obtenir le conclave, tout ça. Les écolos et les communistes ont l'air d'être assez d'accord sur le fait qu'il y a pas. Tout ça n'est que du prix probable, et que même ce qui est obtenu, en fait, et c'était l'argument, je crois, on en parlera avec Yann Brosset tout à l'heure, mais des communistes de dire, bon, cette suspension-là, c'est une victoire, mais elle ne peut être valide que s'il y a une censure et donc de nouvelles élections, et donc quelqu'un pour vraiment l'abroger définitivement, cette loi. Donc ils m'ont l'air d'être plutôt dans ce camp-là, mais effectivement, stratégiquement, il y a toujours plein de possibilités. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est pas la fin de la partie. C'est pas la fin de l'histoire. Là, ce qui va se passer, les négociations budgétaires, je ne sais pas dans quel monde elles se passent bien. Il n'est pas du tout certain qu'on n'ait pas une dissolution en janvier prochain. Compte tenu, voire avant. Non, mais vraiment. Donc, le cas échéant, je suis très curieux des alliances qui seront passées ou pas. Je continue à dire que LFI et le PS ont intérêt à se mettre ensemble pour des élections législatives anticipées. Pour les municipales, je suis d'accord avec toi, notamment sur la reconduction des exécutifs sortants. Là, ce sera plutôt PS écolo, PS communiste, là où ils sont alliés, etc. Même là, il y a plein de cas. Je pense à Nice, par exemple, où il y a une liste, PS, écolo, PCF qui s'est montée, et ensemble, LFI va tout ça avec des assauts, mais on voit bien qu'y compris localement, il y a je pense qu'il y a l'envie du PS quand même, malgré tout, de se dire, on a été un parti qui a pesé jusqu'à 30-40% de l'électorat, on a réussi à avoir le PCF, quand même, c'est ça historiquement, on peut continuer tout seul, et je pense qu'ils n'ont pas renoncé, quoi. Ils n'ont pas renoncé à faire avec le reste de la gauche. Non-recours au 49.3 annoncé par Sébastien Lecornu. Est-ce que c'est un renouveau de la démocratie parlementaire? Est-ce qu'on rentre dans un grand moment, comme l'a annoncé Olivier Faure, un grand moment de discussion et de parlementarisme? Lolé. Ça me paraît lunaire. Ça me paraît complètement lunaire vu ce qu'il y a en face. Mais surtout, mais admettons. Vu les instruments à la disposition du gouvernement pour faire avancer les choses, notamment le fait que le temps de discussion pour le budget et le budget de la Sécu soit limité. Constitutionnellement. Et donc le fait qu'à un moment donné, en fait, on ne pourra pas discuter autant qu'on veut, et il y a plein de moyens de contraindre, ne serait-ce que cette histoire-là, de faire éventuellement passer ça par un amendement au budget de la Sécu, et donc de devoir faire voter ce budget-là qui inclura plein d'autres choses que la retraite. Ce que tu dis, déjà va compliquer les choses, et je pense que quand le PS dit qu'il va négocier, c'est qu'effectivement, il n'en a pas fini, et bon courage pour se dépêtrer. Quand Olivier Faure disait ça va permettre la clarté, il disait, en gros, là, du coup, on va être obligé de tout négocier dans l'Assemblée, donc vous allez bien voir, les Français vont voir qui vote les trucs pour les riches et de je sais pas quoi. Donc pour lui, il se dit, comme ça, vous allez voir qu'en fait, le RN vote avec la droite, et puis du coup, c'est bon pour nous après, parce que vous allez voir que nous, on va voter contre les... Vous allez perdre, du coup. Vous êtes en train de dire, on va perdre, parce que si le RN vote avec le centre, tous les trucs pour les riches vont passer, et on va avoir du mal à faire gagner quoi que ce soit pour les travailleurs et les travailleuses de ce pays. Donc, mais au moins, ce sera clair, quoi. Je ne comprends pas cette stratégie, d'autant plus que ce qui va se passer à l'Assemblée va être raconté par un système médiatique qui va dire que tout ça c'est très normal, que la gauche s'est désexcitée, que le machin. Les Français vont rien voir du tout. Et surtout pas des progrès, quoi. Les Français s'en foutent globalement des débats parlementaires, des amendements, des commissions, des projets de loi, des machins. D'autant que tu l'as très très bien dit, il y a des instruments constitutionnels, Émilien, qui permettent de cadrer la discussion parlementaire. En fait, la Ve République n'est pas franchement adaptée à ce parlementarisme-là. Non. Dans ces circonstances-là, avec une assemblée tripartitionnée, etc. On est vraiment une assemblée avec un fait majoritaire dans l'ADN de la structure constitutionnelle du truc. Donc oui, non, je suis d'accord, les Français, on n'en a rien à foutre. Déjà que nous, on est saoulés. Il y a une assemblée qui est habituée à passer historiquement au bulldozer. Quand c'est fait majoritaire, c'est le bulldozer, c'est le budget du gouvernement, on ne discute pas trop. Et il se retrouve que depuis un an où il n'y a plus de majorité, nulle part, en fait, on ne fait plus rien. Y compris maintenant, on se retrouve à faire passer des choses par proposition de loi, donc en fait déposées par des députés, parce que le gouvernement ne peut plus rien faire par lui-même. Et je ne sais pas ce qui va être possible de conclure. Comme tu l'as dit, mettre ensemble LR et le PS, c'est quand même virtuellement impossible. En fait, tout ce qu'ils ont réussi,
ça s'accordait sur le fait qu'on continuerait à discuter. Ouais, oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'on discute quand même de tout et d'une majorité depuis 1 an. Et donc on a 1 an sans majorité et sans personne avec une volonté de faire une majorité. Parce qu'on se moque de la Belgique, qui n'a pas de gouvernement, tout ça, mais au moins pour l'instant, ils discutaient pour trouver des solutions. Là, il n'y a pas de discussion et on attend que Macron fasse tomber un nom sur lesquels les gens trouvent ça, voilà, s'extasient tout d'un coup, et ça n'arrivera pas. Sacha ? Tu veux mon avis? Non, moi je m'en fous. Non mais, pardon. Non mais en fait, je m'en fous parce qu'en fait, c'est un totem qui a été fait pour s'adresser, ce que je disais tout à l'heure, aux partis les plus conciliatrices de la gauche politique et syndicale, donc le PS et la CFDT. Le Cornu, il a misé par rapport au gouvernement précédent sur « mais moi je suis un homme de la négoce, moi je sais parler aux gens », mais c'est de la posture, c'est des éléments de communication. Et là où je rejoins Émilien, c'est qu'en fait, il y a 36 000 dispositifs de toute façon qui vont encarcanter les débats budgétaires. Et vraiment, je rejoins aussi Usul sur le fait que ces débats sont difficilement bitables, enfin, c'est très compliqué, que quand bien même l'Assemblée rythme la vie politique et médiatique, les vies politiques et médiatiques françaises, ça ne va pas être le centre de gravité. Je pense que les gens vont capter des éléments du budget qui vont être les éléments les plus durs. Moi, en tout cas, sur le plan des étudiants, je suis choquée. La question du gel des appels et de la suppression des appels aux étudiants extra-européens, je suis choquée. Ça, c'est des éléments de budget où en fait, on n'aura pas besoin d'écouter tous les discours pour pouvoir s'agripper et que la colère va s'agripper dessus, quoi. Et vas-y. Si je veux résumer, de toute façon, il n'y a que 3 politiques possibles. Hein. Il y a, tu laisses, comme aux États-Unis, tu laisses l'extrême droite tout péter, service public, même l'ordre démocratique, débat public, tu laisses l'extrême droite tout saboter. Voilà, ça c'est le plan de l'extrême droite. Ou alors tu gardes Macron, donc là tu laisses les néolibéraux tout saboter, tu laisses les néolibéraux continuer à grignoter, donc avec l'austérité, les services publics, mine de rien la cohésion sociale aussi, ou alors c'est le principe de la gauche, on invente autre chose, on essaie de trouver, il y a que 3 voies, on continue dans le pas bien, les gens n'aiment plus ça. Ou alors c'est l'extrême droite, ou alors c'est la gauche. Et le PS vient de dire on continue, quoi. On croyait qu'on pouvait les ramener dans... Bah non, on va inventer autre chose. Donc je parlais de 6ème République, mais ça n'est pas qu'une question institutionnelle, c'est avant tout une question sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend aux riches ? Est-ce qu'on prend aux riches pour reconstruire des services publics, pour reconstruire les hôpitaux, pour embaucher des profs plutôt que d'en licencier, etc. Ou est-ce que, non, on laisse Bernard Arnault, il paraît qu'il a fait une très très bonne journée l'autre jour, une culbute de 15 milliards, juste parce que ça allait mieux, là les marchés étaient contents, et LVMH a pris 15 milliards de je sais pas quoi, je sais pas comment ça marche, mais apparemment on peut pas les taxer. Le débat qui était intéressant, le seul débat qui était intéressant récemment, c'est la taxe Zuckman. C'est pas révolutionnaire la taxe Zuckman, mais c'est la bonne question. Parce qu'on ne peut changer de société que si on dit faut le prendre l'argent là où il est. Il y a un élément d'analyse qu'on n'a pas apporté, c'est aussi qu'en cette rentrée, les députés macronistes font montre d'une certaine rébellion. C'est assez intéressant. Ils sont vent debout en partie contre la décision de suspendre la réforme des retraites. Pour eux, la couleuvre est dure à avaler. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils trouvent que c'est, pour reprendre les mots d'Éric Ciotti, un virage à gauche bien trop important. Beaucoup trop de gauchisme dans ce gouvernement aux yeux de certains macronistes qui, eux aussi, sentent la fin de l'histoire arriver, n'ont pas du tout intérêt à une dissolution et vont peut-être commencer à vouloir exister par eux-mêmes et arrêter d'obéir aux consignes de vote. Donc, c'est une rébellion, c'est une rébellion qui est très macroniste, c'est-à-dire que ça reste personne n'était content de Le Cornu, même Le Cornu lui-même n'avait pas l'air content d'être là. Il n'avait pas envie d'être là. Voilà, en gros, il veut se barrer à la fin de l'année une fois qu'il a fait son budget. Et donc personne n'avait content qu'il était là. Belle phrase. Attal n'était pas content, Braun-Pivet n'était pas content, Rizon n'est pas content, personne n'est content. Même le MoDem a dit de toute façon on soutiendra parce qu'on soutient tout, mais on n'est pas spécialement joyeux de ça. Après, la question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment pas contents de l'annonce de Le Cornu ? Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'ils vont juste pas la voter. Ils vont juste pas voter la suspension. Parce que finalement, Le Cornu, en disant on vous laissera voter, laissera le choix aussi. Je pense que c'est ça l'habileté à la droite et au centre de ne pas voter ça. Ouais. Et finalement, tout ce qu'il leur dit, c'est en fait, on fera en sorte, jusqu'à preuve du contraire, de ne pas bloquer le processus parlementaire comme on l'a fait jusqu'à présent. Ouais. Puisqu'il y a quand même eu beaucoup de niches, on a essayé de déposer l'abrogation de la réforme et c'est pas passé, alors que de facto, si on compte les députés, on a quand même une majorité pour l'abrogation, jusqu'à ce que peut-être le RN change d'avis, mais c'est quand même ça l'idée. Et c'est quand même l'idée de enfin on redonne du pouvoir au Parlement, et donc ils sont pas contents qu'on le fasse.
alors que c'est une demande majoritaire. Il y a quand même une rébellion qui a un goût bizarre, quoi, un goût de pour mener à quoi par ailleurs, pour réfléchir à quoi comme suite du macronisme, parce que c'est bien beau, mais Attal, etc. n'ont pas beaucoup, enfin, ils se sont rebellés, mais très timidement, ils n'ont pas montré de projet alternatif. Attal, il est en train de le construire, c'est Voilà. ça. Oui. Enfin, ils construisent tout depuis tout le temps. C'est mou, quoi. Et puis je pense que c'est par ailleurs de nature aussi à désespérer énormément de Français de la politique. Et je pense que ce qui pourrait éventuellement limiter la contestation sociale, c'est aussi une impression que tout simplement, on en a marre, on comprend plus rien, on ne sait plus ce qu'ils veulent. Il y a un genre de laisser tomber. Évidemment, il y aura des mobilisations, mais je pense aussi qu'il y aura cette situation-là, une image très négative qui aura été montrée, notamment parce que le centre a beaucoup fait de blocage et que c'est beaucoup d'apathie politique qui va peut-être en résulter. Alors on continue avec toi, Émilien, parce que cette semaine aussi, il s'est passé des trucs rigolos du côté des Républicains. C'est toujours rigolo. Hein. C'est toujours rigolo. Les Républicains, on a un groupe de députés qui est contre le parti politique. On a un Wauquiez contre Retailleau. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe actuellement dans ce bon vieux parti gaulliste. C'est un bordel. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un peu un accident. Des fois, ça arrive, les accidents. Il n'y a pas que des raisons politiques profondes. Il y a eu un accident qui était Le Cornu 1, où Bruno Retailleau constate qu'il y a une sélection qui est quand même très macroniste, avec en plus Bruno Le Maire qui était cet élément de blocage-là, parce qu'il était ministre du budget et qui a donné un budget qu'on sait. Et donc, il a fait une petite menace. Le Cornu tout de suite s'est barré. Je pense que Retailleau n'avait pas tout à fait prévu ça. Et finalement, ils se sont retrouvés, du coup, à assumer sa rébellion jusqu'au bout, en disant bon, c'est bon, le macronisme nous a trompés, on va faire la rupture. Sauf que les députés, avec qui il a forcément des rapports très proches, parce que sa base à lui, c'est les sénateurs. Oui. Et donc les députés, eux, se sont dit nous, on aimerait bien continuer. Il y a des députés, il y a des ministres qui ont dit tant qu'à faire, on peut rester, quoi, quand même. Et du coup, on s'est retrouvé avec un parti qui actuellement communique quasiment, c'est vraiment pas loin du tout, à appeler à la censure du gouvernement. Ouais. Les jeunes républicains appellent à la censure. Ouais. La plupart des vice-présidents, donc Elia, Retailleau, appellent à la censure. Et le groupe des députés, on l'a vu, quasi unanimement, ne vote pas cette censure-là. Et donc là, en plus, il y a 6 ministres au gouvernement. Voilà, il y a 6 ministres. Donc il y en a plus qu'avant. Il y en a plus que et des poids lourds. Pardon, mais Annie Genevard, c'est pas rien. Annie Genevard, tous mes respects. Il y a plein de jeunes du parti, donc qui n'ont peut-être d'ailleurs pas tout à fait apprécié la sortie de Retailleau sur le barrage à la gauche dans le Tarn-et-Garonne, etc., qui est quand même une rupture d'indépendance vis-à-vis des deux côtés. C'est sûr. Des fois, il y en a qui se rebellent. Parce que Wauquiez était déjà parti sur tout sauf Mélenchon. Mais je parle pas de Wauquiez. Wauquiez tranquille. Je veux dire, ils baignent déjà dans ce discours-là. Bien sûr, mais je parle quand même de quelques petits jeunes du parti qui ne dépendent pas forcément de la chefferie, notamment Sébastien Martin, qui vient d'entrer au gouvernement, a dit à une des députées, je ne sais plus, tu iras à la soupe toute seule, ma grande. C'est quand même une façon de régler ses comptes en public intéressante. C'est chic. Et qui ne manque pas de chic, pas d'élégance, pas de solidarité de genre. Mais effectivement, je pense qu'il y en a qui se disent, mais Retailleau a fait ces trucs un peu tout seul et nous, on n'est pas d'accord. Et c'est quand même un parti où les notables sont importants, les élus ont leur propre légitimité sur le terrain, ils ont été reconduits grâce à ça. Et ils se disent, non, on va faire différemment. Et je pense que Retailleau s'est bloqué tout seul. Wauquiez a suivi parce qu'il ne veut pas de Retailleau, il n'est pas content. Et on se retrouve avec cette situation un petit peu... Mais du coup, c'est le downfall de Retailleau. Fini la hype, là. Il a perdu des points dans les enquêtes d'opinion. Il est plus au sommet, mais maintenant il est connu. Il va pouvoir faire sa tambouille, les gens vont en parler. On l'a vu faire son caca nerveux sur Bruno Le Maire. Il porte la responsabilité de la chute de Le Cornu 1. Les militants le soutiennent, ce qui est déjà ça. Et une partie une partie de l'opinion de droite, effectivement, qui le soutient, même s'il a perdu de sa superbe là en une semaine. Son caca nerveux a pas beaucoup plu à un électorat qui est sensible à la stabilité pour le coup. C'est vrai. Mais pour moi, Bruno Retailleau, là, il est parti pour une candidature en 2027. Alors c'était déjà le cas depuis très longtemps dans sa tête, mais il a failli partir en 2021. Mais maintenant, il a le parti. Maintenant, il a le parti, mais on le sait maintenant, on ne peut plus essayer tout seul le parti. Hein. Malheureusement, faire des primaires fermées, des choses comme ça, on est vraiment tombé très bas. Mais oui, c'est sûr que là, il a les moyens d'y aller, il ira, quoi. Alors, il y a un autre sujet dont il est question et sur lequel je voulais t'entendre aussi, Émilien, c'est la question de l'union des droites. C'est la fête. Oui. C'est ta fête ce soir parce qu'il se passe beaucoup de choses à droite. Et il était ce matin sur France Culture. Chez Guillaume Erner. Il a parlé de la droite et tout, de l'union des droites et tout. Ouais, mais je lui repose les mêmes questions. C'est beaucoup plus clair ce matin. J'ai tout donné. J'ai plus rien là.
Union des droites, parce que d'un regard extérieur, on peut avoir l'impression que le RN et les Républicains, ça se ressemble vachement, même si en réalité, ils s'envoient des fions dans la gueule absolument tous les jours. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche, c'est comme la gauche, tu me diras. Absolument. Ils ont réussi à s'unir. D'où ma question, là où il y a union de la gauche, ne peut-il pas y avoir union de la droite? Ça, c'est le grand rêve ciottiste et d'énormément de personnes. Il en a reparlé à la tribune. Zemmour, etc. Donc il y a des appels du pied qui sont plus appels du pied. Là, c'est un appel de la jambe entière, appel du jarret. Mais après, c'est toujours compliqué, l'union des droites, parce que c'est jamais d'un coup. C'est toujours des petits pas. Donc là, effectivement, l'annonce de Retailleau, l'annonce de plusieurs députés, comme quoi s'il y avait un second tour, LFI, RN, ils voteraient pour le RN. Et plutôt un de ces petits pas. Après, malgré tout, je pense que Retailleau n'a pas envie de se faire bouffer par le RN. Je pense que malgré tout, beaucoup de députés se conçoivent comme le parti respectable de gouvernement, post-gaulliste, tout ça. Les gars du RN, c'est un peu des excités, on ne sait pas trop ce qu'il faut. S'ils peuvent voter pour nous, ils voteront pour nous, ça on est très content. Mais sinon, on n'est pas nécessairement dans leur camp. Donc il y a ces réticences qui ne me paraissent pas fondamentalement idéologique, en tout cas plus sur les questions d'immigration, de sécurité, ça, la convergence est totale, ça c'est réglé. On est bien là. Un petit peu encore sur l'économie, parce que le RN pourrait faire un petit peu d'effort quand même pour penser à la stabilité, au budget, tout ça. Mais sinon, c'est quand même une posture qui me semble avant tout de, voilà, nous on est quoi dans le système politique, nous on a le gouvernement, tout ça. Et je pense que c'est beaucoup plus ça qui compte qu'il y ait des accords sur le fond qu'ils ont même du mal parfois à expliquer. C'est-à-dire système contre anti-système, quoi. C'est ça qui est... C'est plutôt ça, même s'ils continuent à jouer le côté anti-système. Voilà, nous on ose dire les choses, on est vraiment à droite, on n'est pas dans l'eau tiède, tout ça. On a réussi à faire plier Macron, puis bon, maintenant c'est plus compliqué. Donc l'union des droites, c'est un signe vers ça. Je pense que rien n'est inéluctable, et je pense même qu'ils pourraient se retrouver, comme Ciotti en fait, à finir éventuellement par faire une union des droites, mais qu'ils n'ont même pas prévu, et qu'ils se retrouvent obligés par leur propre stratégie qui sent le pâté. Puis de toute façon, s'il y a une assemblée dans laquelle RN et LR sont majoritaires, je vois pas comment ça se fait pas. En revanche, je crois effectivement que si le RN a 260 et tout, et qu'il faut, il y aura une nomination critique, mais je les vois mal tout de suite. Jordan Bardella a déclaré que si d'aventure il n'avait pas de majorité absolue aux législatives, il irait faire des négociations avec les voisins. Gros clin d'œil appuyé. Oui, voilà, c'est plus un clin d'œil, là, c'est éborgné, là. Mais cette famille. Hein. Bon, ça promet en tout cas, des suites. Ça promet en tout cas des suites à droite. On va continuer à traiter évidemment ce sujet dans les semaines qui viennent sur le plateau de Backseat pour suivre la suite de cet accord entre les macronistes et les socialistes. Accrochez vos ceintures, ça va swinger. Ça va swinger fort. Autre sujet qu'on voulait pronostic, non. Tu veux se lancer dans des pronos? Non, je sais pas. Moi, je dis pas de budget à la fin. Ouais. Ah ouais, moi je pense. Pas de budget. Donc on reconduit loi spéciale. Ouais, reconduction, loi spéciale, ordonnance, machin, mais il n'y a pas de budget voté. Solution, Macron explosion. Mais tu veux dire que on n'aurait pas eu la suppression de la réforme des retraites finalement, on va pas l'avoir? Le PS, il aurait fait tout ça pour rien? Si, ils vont la faire passer par ordonnance. Oh, tu penses qu'ils vont leur donner quand même? À partir du moment où il y a un engagement du Premier ministre, c'est certain. Enfin, moi, ça me paraît certain, mais on verra. Non, mais attendez, on n'est pas à l'abri d'une petite motion de censure en janvier. Hein. Voilà, où les socialistes sont pas contents parce qu'ils ont avant pas les municipales, ça va gueuler. Hein. Ouais, ça va gueuler, mais que veux-tu, faut ce qu'il faut pour le pays. C'est vrai. On pense à la France ici. Vos pronostics à vous, c'est quoi? Toi, t'as dit Macron explosion? J'ai dit Macron explosion. Ouais. J'ai aussi dit. Alors non, mais justement, Macron pas de démission, Macron tranquille jusqu'au la dernière heure. Hein. Il va s'accrocher au truc et Jordan Marine, je sais pas qui aura en face, si tu veux Jean-Luc, qui le décrochera. Moi, je sais pas s'il y aura un budget à la fin, parce qu'il peut toujours y avoir une réalliance RN, LR, macroniste. Faut toujours miser là-dessus. Je pense que même s'il y a réforme, même s'il y a abrogation en suspension. Il y aura beaucoup de choses à côté qui passeront sous le tapis. Moi, je pense que je vois mal l'accord tenir. Cette espèce de truc où il y a des LR et du PS ensemble qui soutiennent un même gouvernement ou qui croient qu'ils peuvent négocier. Je pense que ça se finira mal. Pourquoi pas une petite censure et donc une petite dissolution, mais je vois mal le truc bien se passer. Ça va pas bien se passer pour une fois. Ouais, c'est nul. Autre sujet qu'on voulait aborder cette semaine, un sujet international, Donald Trump à Gaza. Le président américain a savouré une grande victoire diplomatique cette semaine. Son plan de paix
et les guillemets sont importants, entre le Hamas et Israël est en train d'être mise en œuvre. La première phase de ce plan de paix, c'est une première phase qui a été partiellement réussie et qui prévoit le retour des otages détenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens, un cessez-le-feu, un retrait partiel de l'armée israélienne. Le reste du plan de paix, qui est plus flou et plus difficile à appliquer, c'est le désarmement du Hamas, le déploiement d'une force internationale de stabilisation et une transition politique avec la mise en place d'un gouvernement palestinien au pouvoir très limité, chapeauté par un conseil de paix présidé par Donald Trump. Et c'est notamment ce point, Usul, qui t'inquiète beaucoup. Bah c'est un plan colonial, quoi. Et c'est un plan colonial qui est d'autant plus... Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question de faire voter les Palestiniens, il est question qu'ils aient une représentation tout à fait marginale dans ce qui a été pensé comme un board, c'est-à-dire un espèce de conseil d'entreprise. C'est pensé comme une... Voilà, regardez, on va falloir reconstruire, de toute façon, il va falloir des capitaux, les Israéliens ont tout pété, là. Donc on va en faire une opportunité économique. C'est ça, hein, ils sont vraiment en train de faire la Riviera, Gaza, de Trump. Hein. Donc les Palestiniens, leur destin, c'est de ne pas avoir le droit de vote, d'éventuellement travailler dans des hôtels qui vont être construits. Et il n'y a rien qui n'est prévu pour le peuple palestinien, évidemment. Mais en plus de ça, c'est sur ces cadavres, ils vont en faire un terrain de jeu économique pour les Américains, pour d'éventuels capitaux qui viendraient d'où que ce soit. Donc j'ai du mal à me réjouir, j'ai du mal à voir en quoi... alors évidemment, l'arrêt des tirs, hein, c'est un cessez-le-feu. Oui. L'arrêt des tirs est déjà un soulagement, évidemment, pour les populations locales. La libération des otages, la libération des otages. Ouais. Mais c'est, pour la suite, c'est une aberration. Et c'est un rêve humide de ces géants de la tech. Et vous savez qu'il est prévu qu'ils y fassent des data centers. Enfin, c'est un terrain de jeu pour les techno-zinzins américains qui vont pouvoir se partager un gâteau. Je trouve ça d'une indécence. Et Tony Blair là-dedans, en plus. Ouais, qui était le conseiller du plan. Mandat britannique, tiens, très bien. Un petit coup d'Irak à nouveau. C'est une indécence et c'est une insulte totale au droit international. De quel droit les Américains vont venir faire un terrain de jeu économique là-dessus? Mais pourquoi? Droit de la puissance. C'est vraiment ce dont rêve Donald Trump, le droit de la puissance. Parce que ils ont ce rêve. Donc il y a le bouquin de Quinn Slobodian qui parle de ça, ce rêve qu'ils ont d'avoir des zones franches, un petit peu comme Hong Kong, un petit peu comme des endroits où il n'y a pas de taxes, où il n'y a pas d'État, qui soient juste des terrains de jeu économiques sur lesquels il n'y a pas de droit du travail. Il y a un terme de main-d'œuvre, c'est catastrophique. Pas de droit du travail. Ils sont en train d'essayer de transformer certaines zones en zones comme ça, en changeant la législation pour que les travailleurs ne peuvent plus se défendre, qu'ils aient le moins possible à payer de taxes et que ce soit des petites enclaves où ils ne sont pas emmerdés par la démocratie, par exemple. Et ben là, très belle enclave, ils ne seront pas emmerdés par la démocratie, pas de droit pour les Palestiniens, ils pourront même pas voter, ils pourront éventuellement travailler pour ceux qui peuvent encore travailler, parce qu'on est sur une population martyre qui s'est mangé 2 ans atroces où quand t'as pas perdu quelqu'un, t'as perdu un bras. Enfin, c'est une... Donc, et je voudrais rajouter... Vas-y, Safia. Non, mais je voudrais rajouter, c'est très important ce que dit Usul sur les zones franches. Allez tous et tous regarder les travaux de Delphine Mercier, qui est une sociologue du travail sur ces zones franches, notamment en Méditerranée. C'est des zones où tu t'affranchis littéralement de plein de choses et là tu as des systèmes en termes de travail qui reposent notamment sur les populations migratoires et c'est de l'esclavagisme moderne. Moi je voudrais dire les 3 points du plan Trump qui m'ont choqué. Et en cela, c'est un plan colonial parce que Donald Trump, alors certes, les points initiaux étaient flous, mais il les a quand même spécifiés pendant le sommet en Égypte avec des éléments de discours. Donc, il les a spécifiés. D'abord, sur la question de la démilitarisation, c'est pas seulement du Hamas, c'est de toutes les factions politiques dans la bande de Gaza. Absolument toutes. Donc, on parle de démilitariser toutes les factions politiques de la bande de Gaza, mais personne ne parle de démilitariser Israël après 2 ans de génocide. Personne ne parle de démilitariser les colons en Cisjordanie, alors que Israël, on dit, il y a eu un génocide à Gaza pendant 2 ans, mais il y a aussi eu plusieurs fronts qui ont été ouverts au Moyen-Orient par Israël, et notamment en Cisjordanie, où il y a eu environ 2000 morts sur ces 2 ans en Cisjordanie, dont plusieurs centaines d'enfants. C'est de ça dont on parle. Et personne ne parle de la démilitarisation d'Israël. Ensuite, le point, ce que tu disais, Usul, était très important, c'était sur la question des investissements économiques. C'est-à-dire que si en termes de méthode, ça a changé, c'est-à-dire que Donald Trump, pas avec l'aide de Tony Blair, n'arrive plus avec des vidéos IA sorties tout droit des inventions d'Elon Musk ou je ne sais pas quoi, en réalité, le projet d'investissement est le même. C'est-à-dire sur les ruines et sur les martyrs de Gaza, t'appelles
à l'investissement et aux capitaux étrangers. Et pas n'importe quel capitaux étrangers. On parle de capitaux étrangers états-uniens, mais aussi des régimes arabes aux alentours. Et en cela aussi, on y reviendra, mais ça aussi démontre la complicité des régimes arabes réactionnaires tout autour qui ont été complices de ce génocide. Et après, le troisième point qui m'a choqué, c'est ce que disait aussi Usul sur cette espèce de soi-disant très mal nommée transition politique. Ce n'est pas une transition politique. C'est en fait, on dit aux Palestiniens qu'ils n'ont pas le droit de s'organiser politiquement ou de voter. Et c'est-à-dire qu'on a... faut rappeler aussi toutes celles et ceux qui ont voté le plan Trump. C'est toutes les puissances occidentales, y compris la France, y compris l'Espagne, qui a capitalisé sur un rôle très pro-palestinien ces derniers temps, etc. C'est également le Qatar, l'Égypte, la Turquie, c'est également l'ONU. Et en fait, on est en train de dire qu'il va y avoir une supervision politique de la Palestine, notamment grâce à l'autorité palestinienne. Il faut rappeler ce que c'est l'autorité palestinienne. C'est une autorité qui est extrêmement contestée par les Palestiniens et qui est extrêmement corrompu. Ouais. On parle de Mahmoud Abbas, qui enfin, je veux dire, c'est des scores. Oui, qui est l'interlocuteur principal de ces puissances-là, qui négocie avec Israël, mais qui est surtout extrêmement contesté par les jeunes Palestiniens. On parle de la Gen Z qui se mobilise partout dans le monde. Les jeunes Palestiniens ne veulent pas de Mahmoud Abbas. Et donc, en cela, ça veut dire qu'on confisque aux Palestiniens, après 2 ans de génocide, y compris la possibilité même qu'ils aient un mot à dire sur la politique de leur propre pays, si tant est qu'ils en aient un. Quoi. Donc moi, ça me dégoûte au possible. Je suis contente de ces familles qui se retrouvent, de l'arrêt des bombes. Je suis contente du soulagement, mais il faut écouter déjà ces Palestiniennes et ces Palestiniens qui commencent déjà à gueuler par rapport au plan Trump, et c'est très important. Là aussi, c'est pas la fin de l'histoire. Là aussi, c'est pas la fin de l'histoire à suivre et ne pas relâcher l'attention sur ce qui se passe à Gaza et en Palestine. Merci beaucoup, Safia. Justement, tu en as parlé, tu as abordé ce sujet. On voulait en parler parce qu'il est en train de se passer quelque chose de très intéressant dans le monde. Des jeunes de la Gen Z se mobilisent pour leurs droits, pour leur avenir, dans des endroits très différents. Au Maroc, ils manifestent depuis début octobre pour une réforme de l'éducation et du système de santé. Au Népal, les manifestations contre la corruption et l'interdiction des plateformes numériques a fait tomber le gouvernement. À Madagascar, la révolte a mené à la destitution cette semaine du président de la République et à la prise de pouvoir par les militaires. On observe des événements similaires au Pérou, aux Philippines. Derrière ces mouvements, il y a des gens probablement de votre génération, des jeunes nés entre les années 90 et 2010. C'est assez impressionnant ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression d'une revivance des printemps arabes de 2010-2011, un moment où pour le coup j'étais plus jeune et que j'avais vécu de manière assez émue de voir des jeunes se mobiliser pour la démocratie, pour des droits sociaux partout dans le monde. En l'occurrence, c'était beaucoup le monde arabe et nord-africain à l'époque. D'où le nom. Du coup. Mais là, on est sur un truc global, c'est assez intéressant. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, en même temps, il faut voir que tout n'a pas abouti à des résultats extraordinaires. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, les mouvements de jeunesse, ça a bougé aussi en Turquie il n'y a pas très longtemps, hein. Ouais. Mais ça s'est terminé par des arrestations, le régime est toujours en place. La répression est très très forte. La répression est très très forte parce que c'est des régimes qui ont tout à perdre. C'est des kleptocraties. Ce qui est intéressant, c'est de voir contre quoi ils se mobilisent. Après, on parlera peut-être de ce que ça peut donner, mais contre quoi ils se mobilisent, il y a quand même des traits assez communs dans ces mouvements-là. Ils veulent des services publics, de l'éducation, ils veulent la fin de la corruption. C'est quoi la corruption ? C'est la kleptocratie qui est au pouvoir, donc c'est-à-dire des petits régimes qui passe-moi la salade, la rhubarbe, je sais pas quoi, la salade, oui, voilà. La salade. Donc c'est-à-dire qui captent les richesses du pays, une espèce d'hyperclasse installée en haut et qui est souvent soutenue par les régimes capitalistes autour qui n'ont pas tellement intérêt à ce qu'ils soient destitués tout de suite ou qui vont faciliter leur fuite s'il faut faciliter leur fuite si vraiment ça tourne mal. Et donc bon, ce qui est intéressant, c'est sur la corruption. La corruption, c'est pas juste c'est des gens, ils sont un peu corrompus. C'est-à-dire que c'est un système et toutes les ressources que ces classes supérieures accaparent sont des ressources dont ils privent tous ces gens-là. Et ces gens-là sont... En fait, on est en train d'assister à une lutte de classe. Ouais, c'est la lutte des classes. Faut pas forcément le prendre par le truc générationnel. De toute façon, toutes les révolutions sont faites par la jeunesse. Point barre. Donc, même les révolutions fascistes, c'est rempli de jeunes. Parce qu'une révolution est nécessairement portée par des nouveaux entrants dans le jeu politique. Et par contre, ce qui est terrible quand je disais faut voir ce que ça donne, c'est que tous ces mouvements-là,
ils naissent un petit peu de nulle part, ils essaient de s'organiser tant bien que mal, la répression est assez forte, et puis ils sont quand même souvent vaincus, il faut le dire, parce que avant il y avait peut-être de grandes organisations qui permettaient de faire de la solidarité entre les peuples, etc. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui, c'est beaucoup plus évanescent, donc il y a une solidarité symbolique entre ces peuples qui se reprennent les symboles les uns des autres, c'est très intéressant, vous avez sans doute vu le truc de One Piece, où ils ont tous repris One Piece, alors au Pérou, ils lui ont mis un petit bonnet péruvien, et puis ailleurs, ils vont lui mettre un autre chapeau. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose de commun, mais par contre, il n'y a pas d'organisation commune. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à une internationale des travailleurs, hein? Est-ce qu'il ne serait pas... oui, tu mettras un numéro sur cette internationale? Ouais, bah je sais pas. Tu mettras le numéro combien? Allez, non, je crois que je suis le premier à penser à ça. C'est un vrai débat. On rigole, mais c'est un vrai débat, Non, la mais je question de rigole la construction d'une organisation internationale. Parce que, Jean, tu faisais un parallèle, mais que je trouve excellent, c'est le parallèle avec les printemps arabes. Ouais. Moi, ça me touche et ça me remplit de joie de voir ma génération souffler dans le monde un vent de dégagisme de certaines élites politiciennes qui, d'une certaine manière, confisquent à beaucoup. Parce que le point commun entre cette Gen Z qui se mobilise partout dans le monde, c'est particulièrement de venir de pays dits du Sud, où il y a des inégalités très fortes entre ce qu'on appelle une bourgeoisie comprador, c'est-à-dire la bourgeoisie du négoce qui fait de l'import-export, et tout le reste de la population qui sont soit des jeunes au chômage, soit des travailleurs et des travailleuses. C'est de ça dont on parle. Et puis après, les printemps arabes, c'est aussi synonyme de ça, c'est-à-dire... Ça part de quelqu'un qui s'immole en Tunisie par rapport au chômage, de ne pas pouvoir nourrir sa famille, etc. Donc, en fait, on ne sort pas, effectivement... On est dans la même dynamique de dénonciation d'un système économique et politique. Oui. Ce que je trouve très intéressant, c'est, comme tu disais, Jean, c'est l'utilisation des réseaux sociaux et cette espèce de diffusion folle. Mais le point commun, c'est... Quelle suite à ces processus révolutionnaires? Parce qu'il faut mettre un terme. Oui, c'est un processus révolutionnaire. À Madagascar, le fait que le président s'en soit nalé et que en fait, ça a fait tomber, en tout cas, le président qui était en place, ça veut dire qu'on amorce un processus révolutionnaire. Le problème, c'est que ce soit pour les printemps arabes ou pour ceux-là, il y a la question de mais qui va diriger ce processus révolutionnaire? Est-ce qu'on doit confier ce processus à l'armée? Absolument pas. C'est un peu ça le problème. Ouais. Et à Madagascar, en fait, on ne le sait pas, mais j'ai un peu creusé, mais en 2009, il s'est passé à peu près la même chose. En fait, il y a eu un processus de mobilisation qui a fait tomber un gouvernement, et c'est l'armée qui a, comme là maintenant, en fait, repris le pouvoir à des fins transitoires et qui a replacé à la tête du régime un énième représentant de la bourgeoisie malgache. Là, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que l'armée, là, dans ce cas-là, Madagascar, elle joue un rôle de stabilisateur et de transition, alors plutôt de tête de personnage que de réalité de changement d'un point de vue de régime et d'économie. Les printemps arabes, c'est cela. C'est qui entre les bourgeois et les islamo-conservateurs? Les islamistes, chez nous, c'est pas il faut pas s'imaginer les islamistes comme Marine Le Pen en parle. Quoi. Nous, chez nous, on parle des conservateurs. C'est les retaillots, des religieux, etc. Oui, voilà, c'est les retaillots. C'est eux qui avaient en majorité les directions les plus structurées pour capitaliser sur les printemps arabes. Là où les organisations de gauche, syndicales et d'extrême gauche, on était trop faibles à ces moments-là. Et c'est pour ça qu'il y a la question... C'est une urgence de construire des organisations et des organisations internationales qui sont capables de donner des débouchés à ces processus révolutionnaires, parce qu'il y en aura d'autres. Au Maroc, la Gen Z, elle se pose la même question. Là, ces derniers temps, les manifestations, elles s'essoufflent un peu. La répression, il y a joué pour beaucoup. C'est-à-dire, à un moment, on avait compté en 30 minutes durant une manifestation, il y avait eu plus de 100 interpellés. C'était terrible, ce qui s'est passé au Maroc. Les images, elles m'ont fait pleurer. Franchement, la répression au Maroc était absolument horrible. Là, il y a des jeunes, donc en fait, ils communiquent tous sur un Discord, il y a plus de 200 000 personnes, ils se posent des questions stratégiques. Si les manifestations tous les jours ne marchent pas, vers quelle stratégie on devrait aller? Et moi, je pense que ces questions stratégiques, elles sont très importantes. Qui doit aller jusqu'au bout de ce processus? Comment? Les Malgaches ont posé la question très intéressante de la question de la grève générale. C'est ce qui a d'ailleurs mis le président en difficulté. Et moi, je pense que ça devrait aussi se poser pour le Maroc et pour tous les autres pays. Bref, en tout cas, moi, je suis extrêmement admirative. Vraiment, je m'incline. Moi, ça me touche énormément, ces mouvements-là. Ouais, grave. Et qu'est-ce que j'ai pleuré face à la répression? Parce qu'il faut le rappeler, comme tu disais, Usul, il y a eu des morts à Madagascar. Le Maroc, ma famille est originaire de là-bas. Je pense que j'ai pleuré tous les larmes de mon corps face aux arrestations. Ça, c'est plutôt un phénomène One Piece, plutôt des pays sous domination impérialiste. Et puis surtout, le point commun entre Madagascar et le Maroc, c'est les liens avec la France. Le président de Madagascar s'est enfui à l'aide de l'armée française. La France était un protectorat marocain. Alors si là, c'est pas la France qui est directement intervenue, c'est intéressant de voir des jeunes mobilisés
contester, par exemple, les liens que le Maroc entretenait avec Israël. Donc, vous voyez, même la question de l'international s'est invitée dans ces mobilisations de la Gen Z. En tout cas, ça donne de l'espoir. Moi, je suis d'accord de voir ces mobilisations de jeunesse partout dans le monde autour d'idéaux qu'on partage, hein, sur la question de la justice sociale, sur la question de la lutte contre la corruption, sur la question démocratique aussi, qui est extrêmement importante. Émilien, toi, tu as regardé aussi l'usage du numérique, qui est parfois un peu ambigu dans ces mouvements. Oui, parce que, alors, du coup, on a un peu de recul sur les printemps arabes. Notamment, je regardais un article d'un poétiste de Lyon 3, qui s'appelle Yves González Quijano, qui traitait de ces printemps arabes, notamment du fait que, évidemment, les réseaux sociaux sont des mouvements importants, sont des choses importantes pour mobiliser et pour aussi créer une conscience politique. Je recommande, une fois n'est pas coutume, une vidéo de Host Politique, je ne sais pas si tu connais, sur Blast, sur le Népal, réputation. Voilà, sur le Népal, qui mentionne le fait que sur TikTok, du coup, les habitants peuvent voir tous les TikTok des fils de gouvernants et de riches qui ont des magnifiques sapins en boîte Chanel, alors qu'eux n'ont littéralement rien. Et donc, c'est un élément de politisation. Après, il met 2 petits bémols. Un, c'est que les réseaux, ça peut être manipulé. Ça peut être manipulé par le pouvoir également, avec des fake news, avec des faux influenceurs. Ça peut être coupé aussi. Ça peut être coupé, évidemment, quand c'est plus radical et quand ils ont les infrastructures pour. Et puis, par ailleurs, comme le disait Safia, c'est limité. C'est-à-dire que c'est bien pour faire tomber, pour faire bouger, mais quand il s'agit de construire quelque chose après, notamment tous les influenceurs, les jeunes qui sont arrivés en politique, notamment par exemple en Tunisie, autre pays qui était un petit peu soutenu par la France auparavant, en fait, ont été balayés par les organisations plus traditionnelles, mieux organisées, avec plus de relais dans la société. Et donc, en fait, ça suffit pas. C'est pas pour dire que qu'il faut, ça n'a aucune importance, mais c'est vrai qu'il y a besoin de construire autre chose, et y compris des vraies organisations qui ont des réseaux, y compris sociaux. On sait que, par exemple, au Maghreb, les partis, y compris islamistes, ont un rôle social qui est très important. Donc, en matière d'alternatives et de penser le changement, c'est aussi ça à construire, et pas seulement une sorte d'émerveillement sur les réseaux sociaux qui sont bien, mais qui sont qu'à un moment donné, y compris nous, on regarde après ailleurs, alors que ça continue, et on voit bien ce qui s'est passé pour les printemps arabes après. Ça reste très compliqué. L'armée a repris le pouvoir, y compris en Égypte. En Tunisie, il y a une dérive autoritaire du président, avec compris des affaires de racisme, etc., anti-noirs. Donc, c'est malheureusement, la France est quand même bien placée pour savoir qu'une démocratie ne s'installe pas du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'il faut aussi penser la longueur, la continuité, et aussi les organisations qui font la durée, en fait, en politique.